Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de questions d'actu. Nous penchons ce soir encore une fois sur la révision de la Constitution, ce deuxième volet que nous consacrons aux partis politiques. Les positions sont mitigées entre ceux qui approuvent, ceux qui émettent des réserves et ceux qui refusent le contenu de l'avant-projet de révision de la Constitution proposé par le chef de l'État. Alors, ce soir, nous continuons donc à débattre les nouveautés ou ce qui a changé dans notre loi fondamentale en matière d'organisation des pouvoirs, des libertés individuelles, des questions identitaires, de la parité homme-femme notamment. Et nous recevons donc ce soir Madame Zoubida Assoul, vous êtes présidente de l'Union pour le changement et le progrès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Nazim Aziri, merci de m'avoir invité. Également avec nous, Monsieur Abdeslam Chenroun, vous êtes membre du comité central du Front de Libération Nationale, le FLN. Et à vos côtés, Madame Amira Slim, députée du Rassemblement National Démocratique, le RND. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commence avec vous, Madame Zoubida Assoul, un projet de révision qui a suscité beaucoup de réactions, notamment de la classe politique. Quelle est votre position à l'UCP? Quelle lecture faites-vous de ce projet de révision? Merci beaucoup. Ce n'est pas sans émotion que je me retrouve aujourd'hui sur votre plateau, car la dernière fois où j'étais votre invité, ça remontait au 27 mars 2012. À l'époque, l'UCP était en phase de constitution. C'est vrai que ce projet de constitution, qui est maintenant passé par le dernier Conseil des ministres, devient un projet, ce n'est plus un avant-projet, c'est un projet. En règle générale, à la lumière de la lecture de ce projet, il apparaît en tout cas que c'est loin d'être un projet d'amendement consensuel, parce que il fait pas l'objet d'un consensus national de la part de la classe politique. Deuxièmement, à la lumière justement de cette lecture, il apparaît, comme vous le savez, que c'est plutôt un projet qui fait presque un aveu d'échec de toutes les pratiques, tous les projets qui ont été entrepris jusqu'alors. Et donc, comme la Constitution, par essence, garantit les droits et devoirs, et surtout garantit les libertés individuelles et collectives des citoyens, il est censé définir aussi la nature du régime en Algérie. Il est censé parler de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Il est censé aussi parler de toutes les missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire le contrôle et la régulation qui sont les missions essentielles d'un État. Donc, à mon sens, ce projet-là, est-ce que ces missions-là, on les retrouve dans ce projet? Eh bien, à mon sens, il est loin en tout cas, de répondre à toutes ces questions-là, d'autant que nous, à l'UCP, à l'occasion des consultations qui ont été faites par le directeur de cabinet de la présidence, nous avons proposé carrément à la présidence un projet de constitution qu'on a appelé le projet de constitution de changement. Est-ce que dans ce projet proposé justement par le chef de l'État, vous retrouvez en tant que UCP certaines de vos propositions? Très peu, en tout cas. Vous retrouvez combien? Très peu, mais pas rédigé dans le même esprit. Parce qu'en fait, vous savez, la loi ou la Constitution, la loi étant la loi fondamentale, c'est elle qui doit tracer les grandes lignes des droits et devoirs, mais en même temps, c'est les lois qui vont par la suite s'inspirer de cette Constitution pour les mettre en pratique. Donc, très peu, parce que ce que je ressens en tous les cas, en tant que présidente d'un parti politique de l'opposition, c'est qu'on a
l'impression que ce projet est le fruit de concessions qu'on a faites à certaines parties, mais qui finalement, il n'y a pas de cohérence globale, il n'y a pas de vision, il n'est pas porteur d'une vision, en tout cas pour l'avenir, et donc même les droits qui sont cités, ou bien ils sont cités d'une manière très générale, il n'y a pas de renvoi dans certaines dispositions qui, à nos yeux, sont très importantes, donc il n'y a pas de renvoi vers d'autres lois qui vont définir les mécanismes et les moyens de concrétiser ces droits-là. Et puis aussi, franchement, quand on trouve dans une constitution des dispositions qui, leur place est dans des textes de loi ordinaires, on en fait le sens inverse. Vous savez, M. Azeri, la Constitution est censée disons, définir les grandes lignes du fonctionnement des institutions, les droits et libertés. Mais les lois sont là pour définir. Dans ce projet-là, on prend des dispositions qui sont existantes dans des textes de loi et on les met dans la Constitution au motif que si on les mettait dans la Constitution, ils auront plus de force. Ça, c'est déjà une manière qui est très très algérienne, qui n'existe nulle part ailleurs dans l'esprit constitutionnaliste universel. On retrouve quand même certaines constitutions qui ressemblent, comme l'a expliqué le directeur de cabinet lors de la présentation, quand on lui a posé la même question. Il y a des constitutions qui ressemblent à des pactes sociaux où on retrouve plus de 800 lois. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, d'accord, c'est un choix. En tout cas, c'est un choix. Mais si on faisait ça, il faut le faire justement après une large consultation et puis il faut prendre toutes les dispositions. Il n'y a pas de raison que vous mettiez par exemple l'appel sur les jugements du tribunal criminel dans une constitution. Il est anormal qu'on mette par exemple une disposition des droits de relations de travail dans une constitution. C'est sur le plan technique. Voilà. Donc on va écouter d'abord M. Chiroun Abdeslam. Vous représentez donc le Front de Libération Nationale. Vous venez d'écouter ce que vient d'argumenter Mme Zoubida Assoul concernant donc le projet de constitution. Je vous remercie et je salue quand même nos téléspectateurs, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Je ne vais pas commenter ce qu'a dit notre amie Mme Assoul, notamment sur le plan technique. Ce que je souhaite noter par contre, c'est que ce projet, qui est devenu projet effectivement après la tenue du Conseil des ministres, est un projet qui a fait l'objet d'une très large consultation. Et le processus a commencé pendant des années même, pour arriver donc à ce projet. Nous, au niveau du Front de Libération Nationale, nous avons été consultés au même titre que tous les partis politiques et la société civile, les personnalités nationales et toutes les institutions qui ont apporté leur contribution. Et à ma connaissance, tout le monde a été sollicité pour contribuer et enrichir ce document. Il n'y a eu aucune exclusion, aucune marginalisation. Donc, nous concernant, nous avons présenté un document, des propositions qui portaient pratiquement sur tous les aspects de la Constitution. Que ce soit la représentativité, que ce soit la séparation des pouvoirs, la promotion des droits de l'homme, les aspects linguistiques, et sur ce plan, je tiens à noter et à souligner avec beaucoup de bonheur et de fierté la promotion de Tamazirt comme langue nationale, qui était une proposition officielle, vous dire. Officielle plutôt, c'est une proposition du FLN, et le parti du FLN est le seul parti, ça c'est à souligner aussi, le seul parti de la majorité qui a fait cette proposition à ma connaissance. La question qu'on va poser aussi tout à l'heure. Donc, je n'ai pas terminé, si vous le permettez. Donc, sur les 40 propositions, il y a certaines propositions qui touchent à la forme, il y en a une vingtaine à peu près qui touchent au fond. Nous avons constaté, une fois que l'avant-projet donc, a été
envoyés au parti, nous avons constaté que sur les 20 propositions, il y en a 18 qui ont été retenues. On ne peut que se féliciter par rapport à ce résultat. Nous pensons que c'est un projet qui a fait l'objet d'une large consultation et qu'au niveau de la classe politique qui a bien voulu participer, sans vouloir répondre à Zobida ou à Mme Assoul, je pense que le document a quand même fait un chemin et qu'aujourd'hui il est le résultat d'un consensus sur le plan politique du moins. On donne la parole à Mme Ahmed Aslim de Pied-du-Haradé pour une première lecture de cette mouture, et notamment de ce qui vient de dire M. Abdeslam concernant l'officialisation de Tamazert. Est-ce qu'elle figurait parmi les propositions du Haradé? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je salue nos téléspectateurs, et en particulier la communauté algérienne établie dans la zone 3. D'abord, pour le projet de la révision de la Constitution, nous pensons que ce projet va renforcer le processus démocratique dans notre pays. Nous pensions aussi qu'il répond aux attentes et aux ambitions de nos aspirations démocratiques. Ce projet ou cette nouvelle constitution a une vision d'avenir. Je suis pas d'accord avec madame, a une vision d'avenir et de renforcer davantage l'unité nationale. Moi, je vois que c'est une constitution de la 4e génération. Le Rassemblement national démocratique est très satisfait des importants amendements introduits dans cette nouvelle constitution, notamment les droits de l'homme, la justice, la culture. Et autre chose très importante, c'est que l'opposition aujourd'hui, à travers cette nouvelle constitution, va jouir de droits et qui lui permet d'avoir une participation effective aux pratiques parlementaires, le droit d'accès aux médias publics, la non-constitutionnalité des lois, et surtout la constitutionnalisation d'un mécanisme de contrôle des élections. Et c'est une chose qu'on trouve très très positive dans cette nouvelle constitution. Alors, c'est une question sur laquelle nous reviendrons un peu plus en détail lors de ce débat. Je reviens à vous, Madame Assoul. Parmi les questions qu'on évoque, et évoquées surtout par l'opposition, est relatif à la nature du système. Dans le projet de révision de la Constitution, on est toujours dans un modèle semi-présidentiel. Quel est d'abord le modèle que vous avez proposé lors des consultations, et quelle lecture faites-vous sur cette question? Alors, le projet, quand vous le prenez, vous allez remarquer que tout ce qui concerne l'organisation des 3 pouvoirs, il n'y a pas pratiquement de changement par rapport à l'exécutif. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, la Constitution qui est en vigueur, vous avez un pouvoir exécutif qui a une dominance par rapport aux 2 autres pouvoirs, le législatif et le judiciaire. En quoi ça consiste? Si vous prenez toutes les prérogatives du chef de l'État, le président de la République a gardé l'ensemble des prérogatives qu'il avait dans l'ancienne Constitution. Il n'y a pas un changement d'une virgule. Donc il conserve l'ensemble de ses prérogatives, donc c'est un régime pratiquement super présidentiel. C'est même pas présidentiel parce que en parallèle, le pouvoir législatif n'a pas un pouvoir de contrôle sur l'action de l'exécutif. La preuve en est, c'est que même ce projet, il n'accepte même pas que le chef du gouvernement soit issu de la majorité parlementaire. Et ça, nous l'avons proposé. On a dit... Il ne le mentionne pas. C'est-à-dire que le président consulte la majorité
Il consulte, mais consulter ne veut rien dire, monsieur Aziri. Il peut consulter une consultation n'imposant rien au président de la République. D'abord, je voulais dire que dans le texte, il n'est pas mentionné que le président ne doit pas ne pas faire choisir un Premier ministre autre que... D'abord, le projet conserve le Premier ministre. Vous savez très bien que le Premier ministre n'a pas beaucoup de prérogatives par rapport. Cette fois-ci, on lui a rajouté la réunion du gouvernement. Or, la réunion du gouvernement, c'est pas faire une réunion pour se réunir, c'est avoir le pouvoir de décider, d'arbitrer quand il s'agit des questions qui sont traitées en Conseil du gouvernement. Or, le Premier ministre continue dans ce projet-là à ne pas avoir ce pouvoir-là. Le pouvoir d'arbitrer reste toujours entre les mains du président de la République. Deuxièmement, nous, on avait proposé à ce que le président de la République soit le garant de la Constitution, c'est vrai, qu'il soit le chef des armées, mais qu'il y ait un ministre de la Défense autre que le président de la République. Parce qu'en fait, la séparation des pouvoirs, M. Aziri, c'est quoi? Ça consiste en quoi? En fait, c'est un partage équitable des pouvoirs entre les trois pouvoirs, de manière à ce qu'il n'y ait pas la même mise d'un pouvoir par rapport aux autres. C'est ça, en fait, le partage des pouvoirs. Or, ce projet de constitution, le président de la République conserve l'ensemble, il centralise l'ensemble des pouvoirs entre ses mains. Le Premier ministre reste toujours un coordonnateur de l'action gouvernementale. Le Parlement, vous le savez, l'actuelle constitution, elle fait obligation au Premier ministre de présenter sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre ne l'a jamais fait. Est-ce que pour autant le Parlement s'est soulevé contre cette violation de la Constitution? Il ne l'a jamais fait. On conserve la même chose. Maintenant, vous me dites, le seul rajout qu'il y a, c'est que le président va consulter la majorité. Mais il peut très bien la consulter et ne pas tenir compte de l'avis de la majorité. Donc, il est où le changement? En ce qui concerne la séparation, l'équilibre des pouvoirs, d'abord, il n'y a pas un seul mot sur l'équilibre des pouvoirs. Donc, il est où le changement? Il n'y a pas de changement sur ce registre-là. C'est toujours... J'allais vous dire qu'il y a tout de même, enfin, d'après le texte qui a été proposé, il y a un renforcement du rôle de la Chambre haute du Parlement, mais aussi l'introduction, enfin, le renforcement de la justice constitutionnelle, que je laisserai M. Chelroum apporter des réponses contradictoires à vos arguments. Moi, je pense que... Sur la nature du système. La nature du système, c'est un régime... C'est un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Il y a une concentration de pouvoir au niveau de la personne du président de la République. Ça, les choses sont très claires. Et le Premier ministre, je ne suis pas tellement d'accord avec Mme Assoul parce que concernant le Premier ministre, il est choisi après consultation de la majorité parlementaire. Il y a une logique politique dans ce qui est écrit. Il y a l'aspect juridique, bien sûr, mais il y a une logique qui est tout à fait politique. Enfin, il est inconcevable que demain, il y a des élections, on ne peut pas traiter le projet de la Constitution à la lumière d'une situation qu'on vit aujourd'hui. On ne va pas traiter d'une situation qui n'est pas encore là. Il y aura des élections en 2017, on verra. Mais je ne conçois pas, personnellement, je ne vois pas comment, dans l'absolu, un président de la République, après des élections, il va vers une minorité parlementaire pour la consulter et l'imposer à une majorité parlementaire. Je veux dire, est-ce que vous êtes d'accord du fait que le président de la République, dans le projet de Constitution, conserve des leviers importants? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et nous avons été les premiers à revendiquer cette question du gouvernement qui revient à la majorité parlementaire. Et je pense qu'avec cette disposition, qui est très claire, le président de la République, il choisit un Premier ministre après consultation de la majorité parlementaire. Donc il y a une réponse à la préoccupation du parti et ça crée une cohésion dans l'exécutif entre le Premier ministre et le gouvernement, bien sûr, avec le président de la République. Maintenant, quand on dit qu'on a donné cette possibilité aujourd'hui au Premier ministre ou chef du gouvernement, c'est du pareil au même pour nous. Il est chef du gouvernement dans les faits. On lui donne donc
cette possibilité, cette disposition pour présider le Conseil du gouvernement. Le Conseil du gouvernement, dans le traitement des affaires de l'État, c'est une étape. Le Conseil des ministres est une institution, madame. Donc, on traite des questions dans le cadre d'une coordination, dans le cadre des arbitrages, mais la décision finale, bien avant, dans les autres constitutions, le dernier mot revient au Conseil des ministres qui est érigé en institution. Ce n'est pas une réunion de ministres, c'est une institution. Alors, Madame Amira, donc, toujours par rapport à la question primordiale de la nature du système, on connaît un peu la vision du Rassemblement national démocratique, qui est pour un régime semi-présidentiel, mais on reproche à ce projet de texte qu'on vient de le mentionner, Madame Zoubida Assoul, l'opposition de manière générale, donc, qui appelle à un régime parlementaire, justement, on dit que le président de la République garde des leviers importants. Oui, là je suis tout à fait d'accord avec le monsieur. Donc on parlait justement de la séparation des pouvoirs et aussi l'indépendance de la justice. Je pense que cette nouvelle constitution va consolider et renforcer l'indépendance bien sûr de la justice et aussi à travers bien sûr la séparation des pouvoirs, à travers les changements importants dans le secteur par exemple de la justice. Je pense que le RND est tout à fait est très satisfait de ce qui a été déjà c'est-à-dire apporté dans cette constitution, que monsieur le Président garde ces leviers importants et qu'il revient pour consultation pour le choix du Premier ministre pour la représentation majoritaire parlementaire. Alors, toujours à propos de cette question très importante de la séparation des pouvoirs, alors une chose, une nouveauté dans la Constitution, vous connaissez mieux que quiconque, Madame Zoubida Assoul, qui est juriste de formation, l'importance du loi fondamentale et surtout l'importance de constitutionnaliser la séparation des pouvoirs, notamment dans l'article 14. Quelle lecture faites-vous? Oui, parce que c'est important d'abord de constitutionnaliser cette notion. La séparation de pouvoir n'a pas de sens s'il n'y a pas d'équilibre. Vous voyez? D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, la Constitution actuelle, elle consacre aussi la séparation des pouvoirs. Mais dans la réalité, est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs? Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Mais je vais vous dire, j'ai l'impression, quand j'ai écouté mes amis, qu'en fait, cette Constitution, elle est pour le président. On fait une constitution pour l'Algérie et pour les Algériens, ou on fait une constitution pour une personne? C'est là où nous, en tant qu'opposition, on diverge avec les partis de la majorité, parce que quand j'ai entendu M. Chelrom nous dire qu'ils ont demandé que d'abord, nous, en tant que parti, on a demandé qu'il y ait un chef du gouvernement, issu de la majorité parlementaire. On n'est pas la majorité parlementaire, mais on défend des principes. Aujourd'hui, ils sont dans la majorité parlementaire. Ils ont demandé qu'il y ait un chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire. Et aujourd'hui, ils acceptent qu'il n'y ait pas de chef du gouvernement. Deuxièmement, qu'il soit juste consulté. Donc alors, est-ce que cette constitution, ce projet, cet amendement est pour le FLN ou pour l'Algérie? Voilà, moi je me pose ce type de questions. Maintenant, pour revenir à la séparation des pouvoirs, vous savez, M. Azeri, la séparation des pouvoirs, comme je vous ai dit, c'est de consacrer des pouvoirs limités à un président de la République, pour qu'il ne dépasse pas, pour qu'il n'empiète pas sur les autres pouvoirs. Donner aussi, nous, on n'a jamais demandé est-ce qu'il y ait un régime parlementaire. On a demandé est-ce qu'il y ait un régime semi-présidentiel, mais avec un renforcement pour le pouvoir législatif, sur le contrôle de l'action du gouvernement, sur les questions, sur proposer des lois aussi au Parlement. On n'a jamais vu dans l'expérience algérienne, depuis qu'il y a le multipartisme, une seule proposition de loi qui émane des députés du Parlement qui a vu le jour.
Et s'ils ont le contraire, ils n'ont qu'à me le prouver. Le législateur, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'exécutif. Absolument. L'initiative de tous les textes émane de l'exécutif. Donc c'est l'exécutif qui propose, qui fait des propositions, qui fait des projets, qui avance, qui propose des projets de loi. Le Parlement, il les entérine. Il y a une chose très importante, c'est quand on parle de séparation, on ne peut pas parler, M. Azeri, de la démocratie s'il n'y a pas un pouvoir judiciaire indépendant. Et l'indépendance de la justice est la colonne vertébrale de la démocratie. Pourquoi? Parce que la justice est la seule institution qui garantit les droits et libertés des individus et aussi qui est là pour arbitrer et remettre et redonner le droit aux citoyens, même quand il est en conflit avec l'administration. C'est ça l'état de droit. Si on parle aujourd'hui, après 53 ans de l'indépendance de l'Algérie, quand même les Algériens ont le droit de voir les institutions, le fonctionnement des institutions, faire un saut qualitatif et aller vers un état de droit. Et l'état de droit, c'est quoi? C'est la primauté du droit et tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. La loi ne s'applique pas qu'aux pauvres, M. Azeri. Or, sur le terrain, nous voyons qu'il y a des gens qui sont au-dessus des lois de la République. C'est une vérité. Et on n'a qu'à voir ce qu'il y a aujourd'hui. Notre système, malheureusement, y compris cet amendement de la Constitution, à mon sens, il consacre encore la primauté de la manière de cooptation dans notre système politique. Aujourd'hui, la cooptation est devenue un mode de gouvernance en Algérie. La preuve en est, c'est que les partis de la majorité continuent à s'y plaire dans cette situation. Mais s'ils croient vraiment en la démocratie, en l'alternance au pouvoir, demain, on peut très bien voir un autre parti qui peut arriver à avoir la majorité et à ce moment-là, est-ce qu'ils vont accepter cette règle de jeu qu'un autre parti politique? Et aussi, je vais vous donner une autre preuve que ce projet-là n'apporte aucun changement. C'est que ce projet-là ne peut même pas prévoir qu'il puisse y avoir un président de la République qui soit issu d'un parti politique et qu'il arrive à la présidence par son parti politique, avec un programme à lui. Pas un programme adopté et coopté par un ensemble de partis politiques. Vous avez parlé, si on reste sur les détails techniques, je vous poserai une autre question concernant cet équilibre des pouvoirs et le renforcement du pouvoir législatif. C'est ce qu'il y a de nouveau dans l'article 117 avec l'introduction de la création de missions d'information au sein du Parlement, qui est une nouveauté. Qu'en pensez-vous ? C'est une nouveauté sans être une nouveauté. Je vais vous dire pourquoi. Jusqu'alors, le Parlement et surtout l'APN, dans des périodes différentes, a eu à traiter sur des questions nationales qui intéressent l'opinion publique, qui intéressent les Algériens dans leur vie au quotidien, l'aspect économique, l'aspect social. Il y a eu des enquêtes. À ce jour, M. Azeri, on n'a jamais vu le résultat d'une enquête parlementaire. Ça sert à quoi si on fait des enquêtes? On constitue des commissions qui font des enquêtes sans que les Algériens ne voient la suite de ces enquêtes-là. Deuxièmement, sans qu'il y ait des suites sur le résultat de ces enquêtes, parce que c'est ça le plus important. Si on fait une enquête et qu'on met le rapport dans un tiroir, ça nous avance à quoi? On a envie de situer les responsabilités. Est-ce que cette constitution par-dessus tout n'apporte pas, à mon sens, de nouveau? Une question que vous posez pour respecter un peu le temps de parole. Je vous passe la parole, M. Chilron. Vous venez d'écouter ce qu'a dit Mme Zoubida Hassoul, notamment sur cette question de la séparation des pouvoirs, et que la nouvelle Constitution n'apporte pas grand changement. Non, moi je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, nous sommes un parti politique qui a été consulté au même titre que tout le monde, et nous avons donné nos propositions en toute liberté, et après réflexion et consultation, une consultation et une réflexion au sein du parti. Je ne pense pas que cette constitution soit conçue à notre niveau comme étant une constitution qui est faite pour une personne, qui soit président de la République ou chef de parti. Nous avons fait des propositions et nous avons œuvré à ce que cette constitution apporte de véritables changements, de véritables révolutions, entre parenthèses, pour ce qui est de la nation d'une manière générale. Il y a des points qui sont extrêmement
extrêmement important dans la Constitution, puisqu'on a tendance à focaliser sur ce point de la séparation des pouvoirs qui, pour nous, il est tout à fait évident. Le régime, il est tel qu'il est conçu dans la Constitution, c'est un régime semi-présidentiel ou présidentiel, on peut l'appeler comme on veut. Donc c'est un président qui est élu par le peuple et qui est mandaté par le peuple pour mener une mission pendant un certain nombre d'années. Donc le reste, nous, ce qui a été fait est une réponse qui satisfait totalement le FLN. Encore une fois, la Constitution, c'est une Constitution qui engage l'avenir d'une nation. Elle n'engage pas l'avenir d'une personne ou elle encadre la mission d'une personne. Il y a des points qui sont très importants, qui sont soulignés dans la promotion, dans le chapitre des droits de l'homme, droits de l'enfant, droits de la femme, protection de l'enfant, des personnages âgés, le droit à la culture, les aspects économiques qui constituent à mes yeux une véritable avancée dans le cadre de la Constitution. Quand on regarde de près comment la propriété privée elle est garantie, les terres agricoles, comment elles sont protégées, c'est consacré dans la Constitution, l'entreprise, ça c'est un point très important. L'entreprise, il n'y a plus dans cette Constitution, dans ce projet, il n'y a plus de ségrégation entre le secteur public et le secteur privé. À bien lire l'article, on parle d'entreprise nationale, de la promotion de cette entreprise nationale, du droit et de la liberté d'entreprendre, de commercer, on ne parle pas de liberté d'entreprendre dans la Constitution. Si, on parle de la liberté d'entreprendre. Il est bien l'article, la liberté d'entreprendre, d'investir et de commercer. D'investir, mais pas d'entreprendre. Si. Et l'entreprise, elle est bel et bien protégée. La promotion de l'entreprise, elle est garantie au niveau de la Constitution. Je considère que le point fondamental et qui a fait beaucoup de mal à l'économie nationale, c'est cette dualité qu'on a toujours mis en avant entre le secteur public et le secteur privé. Cette dualité est terminée dans le cadre de cette Constitution. Ce qui est mis en avant, c'est l'entreprise nationale. Est-ce que le Front de Libération Nationale proposait des amendements sur... On a proposé des amendements et on est pour cette vision. Sur le projet de Constitution. Bien sûr. Concernant l'entreprise. Bien sûr. Nous avons proposé, on a touché pratiquement à tous les aspects et c'est exactement la vision qu'on souhaite développer, c'est de mettre fin à cette dualité qui a fait beaucoup de mal, je le dis, je le répète. Donc, l'entreprise nationale aujourd'hui, c'est celle qui porte les couleurs nationales, c'est celle qui crée la richesse, c'est celle qui crée l'emploi. Qu'elle soit privée ou publique. Elle est au cœur de la problématique du développement économique, ici dans le cadre de la... Et c'est une avancée notable sur le plan économique. Alors, dans le discours de certains responsables politiques, le secteur public a une connotation patriotique. Madame Amira Slim, toujours pour rebondir sur les questions économiques, ces orientations, les dispositions qu'on trouve dans la nouvelle Constitution concernant l'économie, quelle est la position du Rassemblement national démocratique? Le RND, je dis bien, avait déjà participé aux concertations autour de la révision de la Constitution. Il avait aussi proposé beaucoup d'amendements qu'on trouve aujourd'hui à travers notre lecture dans cette nouvelle Constitution. Et comme elle disait tout à l'heure, madame, que la séparation des pouvoirs, et moi je dis bien qu'elle dépend de la justice. Et l'article 14 parle clairement, et on ne parle pas, c'est-à-dire dans le passé, maintenant c'est la Constitution, c'est la nouvelle Constitution qui prévoit et qui consolide et renforce ces institutions, c'est-à-dire à travers des changements, à travers c'est-à-dire l'aspect économique des entreprises,
défendre ces entreprises. Je pense que le RND était parmi les partis qui ont toujours défendu ces entreprises nationales et l'intérêt national. Alors, on parlait de l'opposition, Madame Zubda Assoul. Je ne sais pas si vous voulez intervenir rapidement sur le chapitre économique, ça m'intéresse beaucoup. Vous savez, l'article 37 de ce projet parle justement, à juste titre, je vous remercie parce qu'il n'y a pas justement le terme, l'article a été rédigé comme suit: la liberté d'investissement et de commerce est reconnue. C'est-à-dire que la Constitution ici sort de sa mission, parce que la Constitution est là pour garantir des droits. Elle n'est pas là pour reconnaître des droits. Les droits sont reconnus par les lois, Monsieur Azeri. Le droit d'investir, le droit d'entreprendre, il n'y a pas un mot pour l'entrepreneuriat. Bon, ceci dit, on est dans une Constitution, on n'est pas dans un programme économique. Parce que si on part de ce principe-là, il faudrait qu'on aille sur beaucoup de choses qu'on doit mettre dans la Constitution. Et moi, personnellement, sur le plan de la vision de la Constitution, et j'ai eu à étudier énormément de constitutions d'autres pays qui nous ont devancés en démocratie, je ne vois pas en quoi vient faire un article pareil quand au moment où tous les gouvernements successifs, pendant l'embellie financière, on n'a pas eu, disons, la vision qu'il fallait pour faire les réformes structurelles de l'économie, pour réformer et moderniser l'administration de manière à assurer la transparence dans l'accès à l'information et l'accès au marché public d'une manière équitable devant tous les partenaires. On n'a pas eu justement l'idée de réformer le marché financier. Nous avons une bourse de l'Algérie qui fonctionne vraiment avec très peu d'entreprises qui sont parties vers la bourse et qui est censé, ce marché financier, redynamiser et donner une impulsion à notre économie, des échanges entre les différents acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. On n'a pas eu le temps pendant 16 ans de réformer le secteur bancaire de manière qui reste à ce jour inopérant pour financer l'économie nationale. Ça, c'est pas dans la Constitution. Non, mais pardon, non, c'est pour répondre. C'est pas en mettant l'article 37 dans la Constitution qui va être une recette pour régler tous les problèmes économiques de l'Algérie qui aujourd'hui se posent au moment où nous avons un effondrement de nos recettes des hydrocarbures, et tous les experts l'ont dit, et même beaucoup de partis de l'opposition, à commencer par l'UCP, on l'a dit depuis 2012 d'ailleurs, chez vous-même, sur votre plateau, que le déséquilibre qu'il y a dans le développement des régions va tôt ou tard causer des problèmes en Algérie. La preuve en est, c'est que ce projet de constitution lui-même parle des inégalités qu'il y a entre les régions en termes de développement. Il parle justement des inégalités des couches sociales, donc c'est un aveu. C'est pour ça qu'au départ, j'ai parlé d'un aveu d'échec, ce projet de constitution. En plus, si on doit libérer les initiatives pour entreprendre, Monsieur Chedroum le sait très bien, nous avons un déficit en entreprise, Monsieur Azeri, qui a été évalué par les experts algériens et étrangers d'1,2 million entreprises. On a besoin d'1,2 million entreprises. Comment doit-on faire aujourd'hui? Est-ce qu'en mettant l'article 37 de la Constitution, on va créer les 1,2 million entreprises? C'est ça le problème. Moi, je reste à dire que toujours, même une Constitution, même quand elle est excellente, il reste la volonté politique. Il reste comment traduire ces textes et ces normes de la Constitution dans les textes de loi. Le troisième élément, c'est la ressource humaine. Si nous n'avons pas les hommes et les femmes qu'on doit mettre dans les postes de décision pour faire vraiment un saut qualitatif dans la gestion des affaires publiques, on ne changera rien. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la question. Allez-y, si vous permettez, parce que bon, c'est très important, l'article 37 est très important, et la notion d'entreprendre, elle est là. Si elle n'est pas dite entreprendre, elle est dite autrement quand on parle d'épanouissement de l'entreprise.
pas besoin d'aller plus loin. Entreprendre, c'est entreprise. C'est consacré dans la Constitution. Et quand on investit, ça veut dire qu'on entreprend. On ne va pas jouer sur les mots, mais les choses sont claires. Je pense que c'est une excellente chose. À un moment où certaines agences non gouvernementales, ou je ne sais pas comment on les appelle, c'est des agences qui passent leur temps à distribuer des notes à des pays concernant le climat des affaires. Et à chaque fois, donc, ils mettent en avant, entre autres, parmi les arguments, comme quoi, pour le cas de l'Algérie, il y a un climat juridique, entre parenthèses, et réglementaire, qui n'est pas stable. Et donc, il n'apporte pas assez de garanties pour l'investissement et pour attirer des entreprises étrangères. Aujourd'hui, quand la liberté et l'épanouissement des entreprises et la liberté d'investir, elle est garantie par la Constitution, je pense que c'est un garant en plus pour améliorer le climat des affaires ici dans notre pays. Est-ce que vous pensez que dans le sillage de cette révision de la Constitution et des nouvelles dispositions qui y figurent, nous allons revoir autrement l'investissement de telle manière à abandonner la règle des 49-51? Quelle est la position du FLN? Le FLN, avec l'esprit de cette nouvelle Constitution, bien sûr. Moi, je pense qu'il va y avoir, à partir du moment où il y a un article qui fait la consécration de l'épanouissement de l'entreprise, de la liberté de commercer, de la liberté d'investissement, je suis sûr et certain que ça va être suivi par des textes réglementaires, par des lois, pour aller encore plus loin dans l'organisation de l'économie. De l'économie et du climat des affaires. Alors, un article qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a créé, ou pas créé, mais il y a une différence. Si vous permettez, j'ajoute juste un point. C'est très rapide, concernant justement la protection des couches sociales les plus démunies. Et Mme Assoul a justement souligné ce point, surtout par rapport à cette conjoncture qui est extrêmement difficile, mais qui n'est pas insurmontable. Je pense que là aussi, l'État se porte garant pour ce qui est de la régulation. Et quand on parle de régulation, ça veut dire tout simplement que c'est l'État qui se porte garant pour protéger justement ces couches défavorisées quand il s'agit de réguler le marché, pour protéger le pouvoir d'achat, pour protéger justement est-ce que ces couches ne subissent les contre-coups d'une éventuelle crise économique. Si vous permettez, je vais rebondir sur cette question, parce qu'il y a deux points très importants à mon sens que je n'ai pas énumérés. Écoutez, quand on veut faire de l'économie, d'abord, on encourage les Algériens. Avant d'encourager les étrangers, moi, à mon sens, il y a énormément d'Algériens qui ont de l'argent, qui ont envie de croire en leur pays, qui ont envie d'investir. Il faudrait d'abord qu'on puisse attirer les Algériens pour investir dans leur pays, même les Algériens qui sont à l'étranger et qui ont le droit aussi, puisqu'ils sont des citoyens algériens à part entière, d'investir dans leur pays avant d'aller justement attirer les étrangers. Le deuxième élément, si on veut faire ça, il faut définir un modèle économique, parce que jusqu'à présent, le modèle économique n'est pas défini. Un jour on fait l'économie de marché, un jour on revient dessus, un jour on fait une mixture, un jour le mode n'est pas défini. Le deuxième élément, c'est que qui s'occupe de l'économie en Algérie aujourd'hui? C'est le ministre de l'Industrie? Non, il n'a pas il peut pas, il n'a pas les prérogatives. C'est le ministre des Finances? C'est le ministre du Commerce? C'est le ministre de l'Énergie? C'est les hydrocarbures, c'est à part. Qui s'occupe de l'économie en Algérie? C'est le gouvernement. Non, monsieur. Non. Quand on veut faire une feuille de route, surtout dans une conjoncture pareille, on définit le mode économique, on met les moyens, on met des gens qui ont la capacité justement de trouver des modes pour rebooster l'économie productive en Algérie,
mais on ne laisse pas les choses comme ça. Tout à l'heure, on a parlé de la concentration des pouvoirs entre les mains du président. Pourquoi j'ai dit le chef du gouvernement n'a aucune prérogative? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la concentration des pouvoirs a bloqué le pays. C'est ça le drame dans notre pays. C'est que l'économie est bloquée, l'administration est bloquée, la politique est bloquée. C'est ça la résultante naturelle d'une hyper-concentration des pouvoirs entre les mains d'une personne, qu'elle soit le président de la République ou quelqu'un d'autre. C'est tout. Donc voilà le choix. Je ne sais pas si Mme Amel Aslim aimerait rebondir sur toujours ces questions économiques ou passer carrément à l'article 51 qui a fait couler beaucoup d'encre et qui concerne l'exclusivité de la nationalité algérienne. Et là, on connaît quelques différends entre le Front de Libération Nationale et la position du RND. Oui. Je préfère parler de l'article 51, donc qui a coulé beaucoup d'encre, surtout ces derniers temps, et qui a bouleversé sincèrement notre communauté. Je le dis malheureusement. Je pense que cet article a fait l'objet d'une manipulation. Et je ne sais pas pour quelle raison, sincèrement. Je constate qu'on essaie d'entretenir d'un amalgame mal intentionné parce que notre communauté a bénéficié d'une intention très particulière de cette nouvelle constitution que stipule l'article 24 bis et qui parle et qui définit avec beaucoup de précision le rôle de l'État vis-à-vis de notre communauté. Donc si on parle de l'article 51, c'est-à-dire c'est un article qui s'adresse exclusivement et seulement à ceux et celles qui désirent ou qui ont des ambitions politiques. Et je pense que notre communauté, c'est-à-dire sur le nombre total de notre communauté, on aura 1% de cette communauté qui est intéressée par Donc c'est une question de chiffres, d'après vous, une question de pourcentage? Oui, c'est une question aussi de chiffres. Écoutez, on a 8 millions d'émigrés à l'étranger. Sur les 8 millions, combien on a des binationaux? Et sur ce nombre de binationaux, combien on a, c'est-à-dire ceux qui veulent des postes de responsabilité ou des postes politiques? Je pense que ça représente un pourcentage très très faible. D'ailleurs, je peux même vous dire que pendant, par exemple, les législatives, beaucoup de partis ont du mal à trouver des immigrés qui s'intéressent, c'est-à-dire à devenir ou à représenter une institution comme l'Assemblée populaire nationale. Donc, je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une manipulation et sincèrement, je demande vraiment de laisser notre communauté et de ne pas jouer ce sale jeu. Certains vous diront que comme une loi fondamentale est faite pour durer, c'est-à-dire que la Constitution va s'étaler sur plusieurs années. Aujourd'hui, la conjoncture veut que ce n'est pas tout le monde, on ne se bouscule pas au portillon pour avoir ces postes politiques. Mais demain, peut-être, la conjoncture va changer. Il y aura des gens qui vont postuler pour ces postes politiques. Maintenant, monsieur il y aura Aziri, une barrière constitutionnelle. Oui, mais maintenant on parle d'une loi constitutionnelle. Je pense qu'il y aura un débat au Parlement. Il va y avoir des lois organiques, des lois ordinaires qui vont définir les postes de responsabilité concernés par cet article. Oui, même si dans le futur il y a des binationaux qui seront intéressés par des postes de responsabilité, je pense que l'intérêt national est au-dessous de tout. Si on parle aujourd'hui des postes de souveraineté, même dans tous les pays, dans toutes les démocraties, l'intéressé doit avoir la nationalité de son pays. Donc que les choses soient claires pour tout le monde. Alors, monsieur Abdeslam Mechelroum, avant de passer à madame Zoubida Assoul,
Dans les propos de Mme Amira Slim, on relève cette phrase que je considère comme importante, du moins dans la position du RND, une question d'intérêt national. Est-ce le cas aussi pour le Front de Libération Nationale? Je n'ai pas très bien saisi. Concernant l'article 51. Oui. Alors, une question d'intérêt national. Dans l'avant-projet, nous avons réagi un peu par rapport tel que ça a été fait, ça a été rédigé. La nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques. Donc, tel que ça a été rédigé dans l'avant-projet, nous avons réagi. Nous avons demandé à ce qu'il y ait quand même une souplesse dans la rédaction, ce qui a été fait dans le projet. Donc ça renvoie à une loi qui va définir les fonctions pour lesquelles... Au final, la régime a changé. Absolument, je pense qu'il y a peut-être des considérations d'ordre de défense nationale ou de sécurité qui seront définies par... Qui seront définies, les fonctions peut-être par... Les lois organiques. Voilà, par des lois organiques. Donc nous sommes sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est possible de rebondir un peu sur le... Non, on va voir un peu la position de l'UCP concernant cet article 51 et l'exclusivité de la nationalité algérienne. Oui, vous savez, moi ce qui me sidère dans ce projet-là, c'est que vous trouvez dans la même constitution des dispositions qui sont totalement contradictoires. Je m'explique. L'article 29 du projet et de l'actuelle constitution consacre l'égalité de tous les citoyens devant la loi et qu'aucune discrimination n'est permise, surtout celle basée sur le lieu de naissance, le sexe ou autre considération sociale, d'ordre social ou personnel. Alors ce principe-là, on ne peut pas nous dire dans cet article-là que nous sommes tous égaux en tant que citoyens algériens, et de l'autre côté, on vient dans l'article 51 faire une discrimination vis-à-vis de nos concitoyens algériens qui sont établis à l'étranger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, la deuxième contradiction, c'est que dans le même projet, l'article 24 bis, qui parle justement comment doit-on intégrer notre communauté établie à l'étranger et comment bénéficier justement de sa compétence et même de ses ressources pour reconstruire l'économie algérienne. De l'autre côté, on vient parler d'une discrimination. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce projet-là, on a l'impression qu'on a donné de petites choses à chaque partie et que finalement, quand vous lisez l'ensemble, parce que la Constitution, il faut la lire, dans sa globalité et ensuite dans son détail. Quand vous la lisez dans sa globalité, vous sentez qu'elle n'est pas cohérente. Ce projet-là n'est pas cohérent parce qu'il émane d'une certaine volonté politique qui est inscrite dans un partage qui n'est pas dit, mais qu'on lit, bien sûr. Je vous poserai la question autrement. Ne pensez-vous pas que dans le contexte actuel marqué par la mondialisation, la globalisation, il y va de la sauvegarde de l'État-nation, qui est un acquis pour nous qui avons fait la révolution de 1954 contre l'occupant français, de s'orienter sur ce type de disposition qui protège la nation, comme la position du Rassemblement national démocratique. Vous savez, il faudrait, je crois, qu'on sorte définitivement de ces clichés. Qu'on dise aux Algériens, même le patriotisme est limité aux gens qui sont au pouvoir. Le patriotisme, c'est résider en Algérie. Je suis désolée, quand même le monde a changé. Nous sommes au XXIe siècle. Quand vous voyez que les grandes démocraties dans des pays qui nous ont dépassés de plusieurs siècles dans la pratique démocratique, vous avez des présidents, des chefs d'État qui sont d'origine étrangère. Et il y en a plusieurs exemples, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ces mêmes Algériens qui sont des citoyens, que le projet de constitution leur reconnaît leur citoyenneté. C'est quoi la citoyenneté finalement? Si par la suite on doit caster les Algériens, vous êtes citoyens, première catégorie, et nos citoyens établis à l'étranger sont des 3/4 de citoyens? Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les Algériens sont tous égaux devant la loi, en droit et en devoir? Ou alors on le dit comme slogan
et dans la pratique, on va ramener des dispositions qui sont discriminatoires vis-à-vis de nos concitoyens qui sont établis à l'étranger et qui ont peut-être leur raison. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a eu des responsables politiques en Algérie pendant cette période-là qui avaient des doubles nationalités. Qu'est-ce qu'on en fait? Ou alors c'est 2 poids 2 mesures? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, aujourd'hui, l'Algérien est censé aimer son pays jusqu'à preuve du contraire. Vous savez, M. Azeri, aujourd'hui, on peut savoir si un Algérien a un comportement qui va à l'encontre des intérêts de son pays, on peut parfaitement l'établir avec des faits. D'accord? Maintenant, si on va dans les slogans, et on est toujours dans l'esprit de 62, je pense que quand même, ça fait 53 ans qu'on a eu notre indépendance. Et qu'aujourd'hui, tous les Algériens sont égaux. L'Algérie, aujourd'hui, a besoin des compétences. Elle a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient établis à l'étranger ou en Algérie. Et nous avons énormément de compétences, même en Algérie, qui sont marginalisées. Justement parce qu'on est encore dans un système de cooptation, comme je vous ai dit. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une aberration. Alors, rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, j'ai envie de parler de la parité quand même. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Il nous reste 2 minutes. Oh là là. Je vais partager entre vous 3. Rapidement, M. Chelroum, avant de clôturer notre débat. Très rapidement. 2 minutes pour les 3. Non, je voulais rebondir peut-être sur cet article. Je pense qu'on est tout à fait d'accord avec Mme Assoul quand elle dit que l'Algérie a besoin de tous ses enfants, sans discrimination. Et je pense que dans le projet, le problème est réglé. Il ne faut pas anticiper. Attendant d'abord que les choses se déroulent au niveau de l'Assemblée et que la loi qui est prévue sorte. Et puis par la suite, on pourra... Madame Amira Slim, rapidement, on va terminer avec vous. Pareil, je vais répondre à Madame Hassoul que sincèrement, il n'y a pas une discrimination vis-à-vis de notre communauté à l'étranger. Bien au contraire, leur droit est conservé dans l'article 24 bis et l'Algérie, je le dis, je le redis, a toujours besoin de ses compétences établies à l'étranger comme ceux qui sont en Algérie. C'est une force nationale qu'on doit exploiter et je pense que ces compétences, c'est-à-dire que les postes sont ouverts. Maintenant, on ne précipite pas les choses et qu'on ne fait pas de préjudice. Il faut qu'on attende la sortie c'est-à-dire les textes, que les textes soient là, et que les lois organiques soient là. Et à ce moment-là, les choses seront claires pour notre communauté. Merci Madame Amira Slim, députée du Rassemblement National Démocratique. Merci à vous également, Monsieur Abdeslam Chelroum, membre du comité central du Front de Libération Nationale. Et merci à vous également, Madame. J'ai pas eu le droit de le faire, moi. Très rapidement, si on calcule le temps de parole, vous avez parlé plus que les autres, Madame. Désolé, mais je voudrais juste dire que ce que nous attendons, nous, en tant qu'opposition exigeante et constructive, c'est que cette constitution, au niveau du Conseil constitutionnel, qu'il puisse rattraper toutes les erreurs en la forme et dans le fond, et qu'il puisse réellement consacrer l'égalité de tous les Algériens devant la loi, et que cette constitution puisse vraiment inscrire l'alternance au pouvoir que nous recherchons d'une manière tout à fait pacifique et constructive. Merci Madame Zoubida Assoul, donc présidente de l'Union pour le changement et le progrès. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un autre débat politique. Je vous dis au revoir et bonsoir.